L'invité de Paris Direct et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Corentin Célin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. On voulait faire un point avec vous, Corentin, sur les intentions internationales de Joe Biden et ce qu'elle dit surtout sur son agenda intérieur. Depuis plusieurs semaines et encore ce week-end, la Chine a mis la pression à la fois politique et militaire sur Taïwan, qu'elle considère, on le rappelle, comme étant son territoire. C'était sans compter sur l'allié américain des Taïwanais qui ne comptent pas laisser faire. Démonstration, s'il le fallait encore, de la primauté accordée par l'administration Biden à cette zone Indo-Pacifique. Oui, alors là, je crois qu'effectivement, c'est très clair. Bon, la France a payé cher pour le savoir avec l'affaire AUKUS. Mais effectivement, comme Obama, il y a 10 ans, c'est vraiment venu le temps du pivot vers l'Asie pour contenir la montée en puissance de la Chine qui inquiète beaucoup à Washington. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une véritable continuité de ce point de vue entre donc Obama, Trump et Biden, même si les styles peuvent être différents. Il y a une véritable préoccupation sur le fait que la Chine aujourd'hui peut commencer à devenir un véritable rival stratégique, un véritable adversaire à l'échelle non seulement de la région Indo-Pacifique, mais du monde, et un compétiteur aussi sur des domaines extrêmement importants, par exemple l'intelligence artificielle. Et donc, Joe Biden axe toute sa politique étrangère sur cette façon d'endiguer la montée en puissance chinoise. Joe Biden disait encore il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide, cette fois-ci avec la Chine. Est-ce que si les choses se compliquent autour de Taïwan, il pourrait aller jusqu'à la confrontation directe ? Alors évidemment, la confrontation directe, même si on ne peut pas lire l'avenir, mais la confrontation directe paraît improbable. Le déploiement de forces militaires est tel dans les deux camps que cela apparaît très, très compliqué, même si évidemment il ne faut rien exclure. Mais c'est surtout savoir pour Joe Biden, le grand enjeu pour l'instant, c'est de savoir avec qui et au nom de quoi faire une sorte de coalition contre la Chine. On a bien compris que l'idée originelle, c'était de réunir les démocraties libérales. Joe Biden ne passe pas un discours sans rappeler les valeurs communes des démocraties libérales, la défense de l'individu, les droits de l'individu, etc. Sauf que, évidemment, avec tout ce qui a pu se passer, par exemple, sur le dossier AUKUS, mais aussi ce qui s'est passé en Afghanistan, beaucoup d'alliés, y compris des démocraties, on le voit dans le cas français, ne sont pas nécessairement rassurés par la position états-unienne. Et donc, tout le défi de Joe Biden, c'est d'arriver à monter une coalition des démocraties et à rassurer les alliés qui en feraient partie. Et pour l'instant, c'est pas encore fait. Vous posiez la question à l'instant, cette zone Indo-Pacifique, c'est la zone aujourd'hui la plus militarisée du monde, donc potentiellement la plus dangereuse. Qu'est-ce qu'elle représente à la fois pour cette administration Biden et pour l'opinion publique américaine ? Alors déjà, peut-être faire un tout petit point d'histoire. Il ne faut jamais oublier que la puissance des États-Unis dans le monde, elle s'est construite à la fin du 19e siècle, d'abord par l'Asie, en particulier avec la conquête des Philippines, qui ont été pendant quelques décennies une colonie états-unienne. Et donc, pour les États-Unis, ça a été la première région de déploiement de puissance, avec la conquête aussi des îles d'une île comme Guam. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve dans cette région originelle de la puissance états-unienne, il y a le grand rival stratégique mondial. Et donc, aujourd'hui, pour les États-Unis, il est vital de ne pas s'y laisser chasser, distancer par la Chine. Et c'est bien pour ça que Taïwan, même pour les États-Unis, revêt aussi une importance capitale. Les États-Unis sont une puissance pacifique qui s'est fondée dans le Pacifique. Et donc, il faut impérativement défendre Taïwan et ne pas laisser la Chine transformer cette région en zone d'influence exclusivement chinoise. Donc il faut trouver un mode d'équilibre entre les deux. Les États-Unis sont une puissance pacifique. Vous dites ce que les Européens ont découvert ou redécouvert à leurs dépens ? Oui, alors évidemment, je pense que c'est une éternelle redécouverte. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, en plus, avec les flux commerciaux,
puisque les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont fondamentaux pour l'économie états-unienne, on feint de redécouvrir à chaque fois que non, les États-Unis ne sont pas qu'une puissance transatlantique, que certes, les États-Unis ont été fondés il y a très très longtemps par des colons européens, mais je disais, leur projection de puissance en dehors du continent américain, elle s'est faite sur la façade pacifique. Et donc, on feint de le redécouvrir. Maintenant, il faut justement, pour Biden, il a besoin d'alliés. Il a besoin d'alliés contre la Chine. Il a besoin de réunir contre la Chine. Alors évidemment, il y aura des alliés démocratiques. Donc l'Australie, on l'a bien compris. Il y avait déjà le Japon. Donc il y en aura sur la région Pacifique. Maintenant, il faut arriver à convaincre les anciens alliés transatlantiques, ceux de l'OTAN, qu'il faut aller contre la Chine. Ou du moins, sinon aller contre la Chine, en tout cas, accepter de freiner la montée en puissance chinoise. Et ça, on voit bien que, par exemple, pour un pays comme la France, c'est pas évident. Voilà, on est sur un Joe Biden qui est sur une ligne de crête vis-à-vis de ses alliés. Vous parliez de la France, bien sûr, vexée de la séquence AUKUS, même si elle est peut-être passée, ça laissera des marques. Il y a eu une espèce de leçon d'humilité pour cette vieille Europe vis-à-vis de cet allié américain. Oui, alors évidemment, mais je crois que c'est aussi à chaque fois en fait une redécouverte. On avait cru en fait lors de la précédente administration Trump que c'était dû à Trump, à sa façon de parler brutalement, aux alliés, etc. Je crois encore, il faut vraiment le répéter, qu'il y a une continuité et qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple la composition du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, qui est l'organe de décision auprès du président, en fait, qui fait les analyses, qui dessine les stratégies de l'administration Biden, on s'aperçoit que les spécialistes de l'Asie, du Pacifique sont surreprésentés et qu'il y a quasiment personne pour s'occuper de l'Europe, ce qui est une façon aussi de dessiner les priorités et simplement les puissances européennes et au premier rang desquelles la France feignent de s'apercevoir à chaque fois de cet état de fait. Alors on l'a dit, la séquence AUKUS a été compliquée diplomatiquement pour le président Biden. Il y a eu ce départ d'Afghanistan dont non pas le fond mais la forme en tout cas lui a été reprochée. Il y a eu cette séquence vaccination qui s'est ralentie. Bref, l'été a été compliqué. L'automne d'un point de vue intérieur pour le président américain s'amorce aussi de façon assez compliquée sur fond de négociations très compliquées au Congrès. Et là pour le coup on est sur un enjeu politique capital. Alors capital en effet et sans mauvais jeu de mots. Et les deux sont liés parce que Joe Biden lui-même, depuis sa campagne, s'est voulu comme le restaurateur de la démocratie à l'intérieur pour mieux en être le champion à l'extérieur, éventuellement justement pour faire une alliance contre la Chine. Or, cette restauration de la démocratie à l'intérieur passe par la réalisation d'un très grand programme de dépenses sociales qu'il avait annoncé au printemps. On se souvient des montants faramineux puisqu'on arrivait à 4100 milliards, 4200 milliards de dollars, ce qui est énorme de dépenses, de nouvelles dépenses. Or, aujourd'hui, ce programme est à l'arrêt pour une bonne et simple raison, parce que Joe Biden a une majorité fragile, une majorité faible à la Chambre des représentants, une majorité en fait qui n'en est pas une, puisqu'on est à 50-50 au Sénat, ce qui l'oblige à devoir faire des concessions à l'intérieur de son parti démocrate, entre les progressistes qui veulent absolument que soit réalisé tout ce programme avec ces mesures extrêmement sociales, par exemple, une parmi d'autres, l'universalisation de l'école maternelle, et par ailleurs, des modérés qui sont plus forts, qui sont plus représentés au Sénat, des modérés démocrates, comme le fameux sénateur Joe Manchin, dont on parle beaucoup, et qui, eux, se veulent des champions de l'orthodoxie budgétaire, et donc qui refusent ces grandes dépenses. Eh bien, voilà. Et le problème, c'est que Joe Biden, pour l'instant, n'arrive pas à obtenir le vote de ces lois de dépenses. S'il y arrive, tout de suite, ça ira mieux. S'il y arrive d'ici décembre, ça ira mieux. Et ça lui redonnera d'ailleurs du crédit sur la scène internationale. Voilà, d'autant qu'il s'apprête à fêter ses 1 an à la Maison-Blanche. La pression financière est très forte aux États-Unis. Le shutdown a été évité de peu. Le spectre du défaut de paiement a été repoussé simplement à plus tard. Dites-nous quel est le rapport entre la situation que vit Joe Biden et la fureur de vivre avec James Dean ?
Ah, c'était le rapport, c'est simplement que justement le shutdown et encore plus le plafond de la dette, on voit bien que les républicains et démocrates jouent à se faire peur, un petit peu comme dans La Fureur de vivre. On se souvient de cette scène où les voitures courent vers la falaise et le premier qui freine est une poule mouillée. Eh bien, les démocrates et républicains ont joué à ça encore la semaine dernière. Ils y jouent très souvent, c'est-à-dire à se faire peur de ne pas relever le plafond de la dette, ce qui serait dramatique pour l'économie internationale, puisque les États-Unis seraient à ce moment-là en défaut. Et donc, ils ont trouvé un accord provisoire la semaine dernière pour repousser la chose à un accord de courte durée jusqu'à décembre. Mais encore une fois de plus, début décembre, eh bien, on rejouera à se faire peur, à la fois pour le shutdown et à la fois pour le relèvement du plafond de la dette. Alors, 2 mots, Corentin Salin. Je sais que c'est dur, un mandat présidentiel. On dit qu'aux États-Unis, il se joue largement sur la première année. On est à 11 mois d'administration Biden. Quel bilan ? Alors, le bilan, justement, enfin, pour l'instant, il est très difficile à faire. Il y a eu un énorme choc d'opinion négatif, incontestablement, avec une sortie d'Afghanistan qui, si elle était désirée par la population, a été mal exécutée selon cette population par l'administration Biden. Maintenant, le bilan, on pourra vraiment le faire qu'à la fin de l'année civile, là, si les grands projets de dépenses sociales sont votés. C'est vraiment ça qui va donner la couleur de cette première année. Si Joe Biden y arrive, il redresse la barre, il peut aller vers les élections de mi-mandat avec un certain optimisme. S'il n'y arrive pas, par contre, le bilan là deviendra franchement négatif. On se retrouvera alors d'ici là ? Avec plaisir. Quand vous voulez. Merci beaucoup, Corentin Salin, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, historien spécialiste des États-Unis. À bientôt. Donc, nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.